Salut à tous, on est en live, on est donc sur Midnight Manga Saint Seiya épisode G, tome numéro 4. Je relance la vidéo puisque je me suis rendu compte en fait que ça faisait un quart d'heure que je parlais et que personne n'entendait, mais c'est pas grave. Donc je relance. Voilà, donc on reprend. On va reprendre tout simplement. Je vais peut-être aller un peu plus vite que quand je me l'ai parlé et que j'étais tout seul en fait, puisque effectivement j'étais tout seul. Donc là, je m'entends, c'est parfait. Et donc, on est sur Saint Seiya épisode G, tome numéro 4. On va faire la review du tome en complet, toujours de Masami Kurumada au scénario, Megumi Okada, chez Panini Comics, édité à partir de 2004, dans la catégorie Génération Comics. Sur la couverture, vous pouvez voir tout simplement 2 chevaliers d'or, Ayolia du lion et Masque de mort du cancer. On commence encore une fois avec donc 8 pages en couleur qui nous retracent le passé des chevaliers, enfin le passé dans l'univers Saint Seiya sur des scènes du passé que voilà on ne connaît pas forcément. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va suivre tout simplement. Alors ça dure. Ça dure 3-4 pages. On a Aliolia qui affronte un dieu égyptien qui est Seth, normalement, si on regarde l'apparence physique et d'autres choses. Donc on voit Aliolia terrasser le dieu égyptien Seth et être regardé par Pontos et Hyperion en fait qui se demandent si Aliolia est un signe de mauvais présage pour eux. Ensuite, on reprend notre histoire en fait, donc on a cette vue des titans entre Pontos et Hyperion sur lequel donc dans le tome numéro 3, on s'était arrêté au moment où, tout simplement, Hyperion découvrait l'arrivée du peuple des géants qui sont aussi des dieux, qui sont donc au service de Chronos. Et ici, il est tout simplement en train de nous dire qu'il est étonné que Chronos ait quand même encore assez de puissance pour pouvoir soumettre le peuple des géants et pour pouvoir l'utiliser. On revient aussi sur le fait qu'ils sont à la recherche du méga Dépranon pour donc l'arme de Chronos pour pouvoir lui rendre toute sa splendeur. Et on continue. On arrive de nouveau sur Jamir où on a Aldébaran et Mu qui sont en fait en train de discuter de ce qui s'est passé sur le fait que Aliolia, voilà, encore jeune, encore inexpérimenté, posséderait des pouvoirs posséderait peut-être en lui une technique secrète cachée qui lui permettrait de vaincre n'importe qui. Voilà, puisque Aldébaran lui faisait remarquer par rapport à Aliolia était impressionné par toi et Mu lui faisait la remarque. Je ne suis pas si sûr et certain qu'il était impressionné forcément par moi. Peut-être que lui-même avait, peut-être que lui aussi a une technique cachée. Voilà, je suis sûr que Aliolia est plus puissant qu'on ne le pense. Et on a un retour au sanctuaire où on voit encore une fois que les habitants du sanctuaire sont pris au dépourvu, sont attaqués. Voilà, on ne sait pas encore qui est celui qui les attaque. En tout cas, ceux qui sont là pour défendre, ce sont tout simplement les gardes. Qui font leur travail du mieux qu'ils peuvent, mais évidemment, si on leur envoie des adversaires de type divin, ça va être compliqué pour de simples gardes. Et encore une fois, on a Marine qui intervient. Et donc Marine, si vous l'avez remarqué, elle sert souvent, j'ai l'impression, en fait, de maître étalon. C'est-à-dire que, tout simplement, elle est là en fait pour montrer la puissance soit d'un ennemi ou la puissance d'un chevalier. C'est vrai qu'elle arrive souvent au début d'un combat pour affronter au début un adversaire, et ensuite elle arrive soit plutôt vers le milieu ou la fin pour venir sauver in extremis quelqu'un. Mais souvent quand elle arrive au début, c'est justement pour en fait servir de maître étalon, c'est-à-dire en fait, elle montre la puissance d'un adversaire et ensuite derrière elle, il y a un autre chevalier qui va arriver et justement c'est ce qui se passe puisque elle commence à affronter cet ennemi qui vient d'apparaître et au final c'est Aliolia qui va venir finir le combat c'est lui qui va venir l'aider elle. Donc l'ennemi qu'elle doit combattre, vous vous en doutez bien, c'est un géant. Je suis l'un des 9 géants au service du roi Chronos. Phoenicus Roax le rouge. Donc quand vous le regardez physiquement, quand vous regardez ce qu'il est capable de faire, vous voyez que c'est aussi
un adversaire, on va dire, qui est très porté au final sur le combat physique. Et donc, comme je vous le disais, en fait, il y a un combat entre lui et Marine qui s'enchaîne, mais évidemment, Marine ne fera pas le poids, puisqu'après tout, c'est quand même que aussi un simple chevalier d'argent. Et donc, Aliolia, le chevalier d'or du lion, va venir à son secours. Et un combat entre ce géant-là et Aliolia commence. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est qu'on voit que les géants sont comme les autres dieux. Donc, Saint Seiya épisode G, c'est vraiment très intéressant puisque c'est, je pense, la partie où vous avez le plus de dieux qui vont être présents, puisque dans Saint Seiya contre Poséidon, vous avez Poséidon. Dans Saint Seiya contre Hadès, vous avez Hadès, Hypnos et Thanatos. Et après Pandore, si vous considérez aussi que c'est une déesse, mais bon, Pandore ne combat pas réellement. Dans Saint Seiya, Lost Canvas, ben pareil, vous avez les mêmes. Et là, en fait, vous avez vraiment une histoire où vous avez les titans, vous avez les géants, vous avez Pontos, vous avez Gaïa. Donc vous avez vraiment tout un tas d'éléments divins en fait qui se présentent. Et les éléments divins, en fait, vous voyez qu'à chaque fois, ils sont dans une optique de on est des dieux, on est forcément supérieur aux humains, vous nous devez le respect, etc., etc. Donc c'est vraiment intéressant en fait de voir aussi ce côté combat entre les humains et les dieux. Donc voilà, le combat s'enchaîne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un autre endroit, puisque là en fait ils sont en train de se battre, je crois que c'est aux alentours des arènes, mais aux alentours des escaliers et des 12 maisons, on a en fait Shaka qui décide tout simplement de faire quelque chose d'assez qui est pas trop dans sa nature, je pense, qui est de descendre et de venir affronter lui-même le danger au niveau des premières maisons, puisque celles-ci sont vides. Hein. Je vous rappelle que Mu et Aldébaran sont à Jamir et que le chevalier des Gémeaux est considéré comme ayant disparu pour l'instant. Donc on a un nouveau géant qui se présente à lui. Mon nom est Cyanos Flox, Flox le bleu. Je connais le pouls de la terre et je suis capable de le manipuler. Je peux appeler à moi les réservoirs souterrains de magma pour créer une mer de flammes là où je le désire. La température de cette mer des flammes dépasse les 1200 degrés Celsius. Donc une armure de chevalier de bronze, elle fond à 900 degrés Celsius. Une armure de chevalier d'or réussit à parfaitement à tenir. Donc voilà, on a déjà quelqu'un qui serait capable de battre un chevalier de bronze, voire un chevalier d'argent assez facilement. Mais là, face à un chevalier d'or, ben déjà l'armure de chevalier d'or qui résiste beaucoup plus, on a déjà un combat qui est beaucoup plus équitable et qui, j'ai envie de dire même, au final, on sait que le chevalier d'or risque de gagner. Et d'ailleurs, le combat entre les deux commence et on voit très facilement que Shaka a l'avantage, tout comme Ayulia du lion qui réussit facilement à, j'ai envie de dire, dominer son adversaire, puisque là on n'est pas sur un combat en fait comme vous avez pu le voir dans les tomes précédents où ça a l'air d'être assez à niveau. Là on est vraiment sur un combat où le chevalier d'or domine son adversaire. Et donc ce qui est intéressant entre le combat de Shaka et du géant, c'est que voilà, on voit très clairement que Shaka le domine, mais à un moment, quelqu'un intervient pour l'empêcher de finir de vaincre ce géant. Et cette personne n'est autre que Masque de Mort du Cancer, puisqu'il faut savoir que Masque de Mort du Cancer est le gardien de la maison du cancer, donc la 4e maison. Et si les 3 premières sont vides, normalement, effectivement, le géant, ou l'ennemi en tout cas, est susceptible de venir jusqu'à la maison du cancer sans avoir normalement affronté qui que ce soit sur les 3 premières maisons. Donc il incite Shaka à le laisser venir à lui. Et donc on a le géant qui rentre dans la maison du cancer, et pour ceux qui connaissent le classique Saint Seiya, vous savez à quoi ressemble la maison du cancer, il y a des visages partout, et d'ailleurs c'est ce qui étonne notre géant qui dit « Qu'est-ce que c'est que tout ceci, un nombre infini de visages, ce sont tous des masques de mort. Tu m'as appelé masque de mort et mon nom. Je suis le gardien de la maison du cancer, masque de mort, chevalier du cancer. Tu as bien dit que les mortels étaient maléfiques, d'accord, je vais bien l'admettre. Je suis l'homme le plus maléfique que tu aies jamais rencontré. » Donc voilà, on a une apparition assez intéressante de masque de mort, hein, où c'est le chevalier qui clairement se positionne comme quelqu'un qui est sans pitié et autres.
Donc on a un combat qui commence entre les deux, et pendant ce temps, en fait, on revient dans le monde des titans. On a Pontos, en fait, qui fait l'invocation d'un nouveau titan, en fait, qui essaye de faire revenir les titans. Donc on découvre un petit peu les manigances de Pontos, et c'est là aussi où il regarde justement les combats entre les chevaliers, et il se rend compte que les chevaliers d'or d'Athéna sont beaucoup plus puissants que ce qu'il pouvait imaginer, et que ça va être beaucoup plus compliqué de gagner. Et pour preuve, on revient sur ce moment où tout simplement Masque de Mort affronte donc le géant bleu, qui risque d'avoir pas mal de problèmes contre lui. Donc on a un combat, j'ai envie de dire assez rapide, hein, qui s'enchaîne. Mortel, toi qui te prends pour le roi du royaume des morts, puisque tu veux régner sur les morts, deviens toi-même cadavre. Et devant toutes tes victimes qui nous regardent, expose ta charogne. Donc ça, c'est le géant qui le dit à Masque de Mort, en tentant de le vaincre. Mais on voit très facilement que Masque de Mort, en fait, réussit à dominer sans aucun problème. Je peux tuer n'importe qui pour atteindre mon but, c'est là la source de ma puissance. Donc là, effectivement, on a ce qui est intéressant aussi là-dedans, hein, c'est on a la personnalité de Masque de Mort qui est vraiment montrée. Et donc, pour ceux qui aiment le personnage, il utilise sa technique, ce qui s'appelle en français les vagues d'Hadès, donc tout simplement l'extraction de l'âme de son adversaire. Et donc, on a l'âme d'un géant qui se fait tout simplement sortir de son propre corps. Donc on voit quand même que Masque de Mort était était quand même puissant. Qu'est-ce qui m'arrive? Je peux voir mon corps, c'est impossible. Moi, un immortel, je serai mort. Et on voit en fait tout simplement mon corps est entraîné, ce sont des morts. On voit effectivement Masque de Mort qui réussit à plonger un dieu au royaume des morts. Donc montrant vraiment toute l'étendue de son pouvoir. Et c'est là où on revient sur les titans qui se rendent compte du danger qui est en train de se passer, avec pour eux, heureusement, le retour d'un des titans qui est Koios. Koios le titan, qui alors normalement, Koios, c'est celui qui comprend, si ma mémoire est bonne et si la traduction est bonne. Donc Koios peut se traduire par celui qui comprend vite, ou celui qui comprend les choses. Donc en fait, par son nom, c'est un titan en fait qui est plus intelligent que les autres. Et on finit en fait le chapitre, le tome, sur le passé de Aiolios du Sagittaire, tout simplement, qui est montré dans une partie de son passé sur la mer, en train d'affronter le géant Typhon, et de montrer en fait sa puissance. Et c'est ce qui clôture notre tome. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Demain, on va faire le tome numéro 5. On sera toujours là aux alentours de minuit. Et je vous donne rendez-vous à demain. Ciao.